Alors, cette compétition de la semaine dernière, elle se déroulait à Pau, où vous êtes résidents tous les deux. Et Célia, pour toi, c'était une journée ou un week-end parfait. Peux-tu déjà nous parler un petit peu de ta carrière, de l'évolution de tes années dans le kayak, et après nous parler de cette compétition? Oui. Alors juste, je rectifie, la compétition, elle a eu lieu, non pas la semaine dernière, mais il y a un mois. Ah bon? C'est un Ah petit bah oui. Ah d'accord, pardon. Et c'était en Espagne. C'était Ben, j'avais tout faux pas alors. loin de Pau, mais c'est pas à Pau. Sur le bassin des Jeux Olympiques de Barcelone de 92. Ah oui, bel endroit. Ouais, c'était un chouette endroit. Et du coup, donc ça c'était juste pour rectifier un petit peu. Oui, ben, tu as eu raison. Euh, Moi, je fais du kayak depuis 20 ans. Ça me rajeunit pas trop, mais voilà, je suis arrivée pour faire vite. J'ai navigué dans plusieurs clubs avant de découvrir le Val de l'Indre. Je le connais quand même depuis quelques temps, ce club-là, et j'y ai pris à ma licence il y a 2 ans pour suivre Kylian et surtout parce que le club, il est génial. Les jeunes sont super, les moins jeunes sont super aussi. L'accueil qu'on m'a réservé a été super. Donc, bah, voilà, du coup, je suis très contente d'avoir pris ma licence là-bas et j'évolue. Je pense que j'ai jamais autant évolué depuis que j'ai ma licence là-bas. Donc, c'est très, très bien. Et voilà, je suis bien D'accord, entourée. Je suis très contente. c'est bien. Après, On va faut que tu nous continuer. expliques. Attends, faut que tu nous expliques parce que tu dis que tu es du club de Veigné et tu habites à Pau. Oui, ouais, j'ai Ah, suivi, alors là, il faut une explication là presque. j'ai suivi un petit peu Kylian, qui lui est licencié dans ce club-là depuis toujours. Et du coup, bah, en côtoyant Kylian, j'ai beaucoup côtoyé le club et moi, je voulais changer de club de toute façon. Donc, voilà. Et alors, j'interviens, mais à cette époque-là, je travaillais comme entraîneur au club du Val de l'Indre. Hmm. Pendant 1 an et demi, moi, j'étais sur Veigné et je coachais le club local, les jeunes et les compétiteurs du club. Et donc, c'est à ce moment-là qu'elle a rejoint le club. Et grâce à la dynamique qu'elle a expliquée, voilà, moi, j'ai gardé ma licence là-bas depuis, j'expliquais tout à l'heure, une vingtaine d'années à peu près, je ne sais plus exactement. Et c'est un peu un club de cœur. Même si on n'est pas sur place, on y En reste. fait, ce sont vos vies professionnelles qui vous ont envoyé vers Pau, mais par contre, comme vous l'expliquez, le côté sentimental vous a fait garder vos licences à Veigné. Exactement. Voilà, c'est ça. Alors, les présentations, pour toi, Célia, en tout cas, c'est en partie fait. Kylian, on reviendra un peu vers toi tout à l'heure. Cette compétition d'il y a un mois en Espagne, alors, explique-nous et explique-nous en plus la résultante. Donc, c'est une compétition. En fait, c'était une compétition internationale et ils l'ont pris comme support pour organiser les sélections africaines. Parce que je ne sais pas si ça a été mentionné. Moi, je représente donc le Maroc pour toutes les Ouais. échéances internationales. Je suis franco-marocaine depuis toujours et j'ai la chance de pouvoir représenter ce pays. Et du coup, voilà, ils ont profité de cette échéance internationale pour y glisser nos sélections et on en est très content parce qu'avec ce qui se passe en ce moment, tout est annulé, c'est hyper complexe d'organiser des compétitions. Et voilà, et en plus sur le bassin qui est quand même très bien, à la hauteur de ce qu'on attend d'un bassin pour des sélections olympiques, donc c'était parfait. Et après, voilà, moi j'avais une grosse concurrente, c'était une Algérienne, enfin c'est toujours une Algérienne parce qu'elle continue quand même, et ça n'a pas été gagné dès le début. Je pense qu'il a vraiment fallu que je me batte du début à la fin. Rien n'était Ouais. gagné. Surtout que j'ai pas fait des très très belles manches, donc j'étais quand même contente que ça passe. J'étais pas Donc, elles non plus. Non. Donc Ouais. elles non plus. Ouais. Mm. Sur la compétition en elle-même, qui était une compétition avec européenne ou il y avait carrément des kayakistes mondiales? C'était une compétition internationale. Ouais, donc ça pouvait venir de partout, quoi. Ouais.
D'accord. Après, Et moi, en fait, pour mes sélections, il prenait le classement donc des kayaks dames et il prenait la première africaine au classement, enfin sur le classement de la journée, enfin sur le classement du week-end. d'accord. Voilà. Alors, et sur la course en elle-même, tu termines combien? Combien il y avait d'engagés et quel classement tu termines? Alors, le nombre d'engagés, bonne question, je ne l'ai plus en tête. Et tu termines 23e. 23e, ouais, je crois qu'on était 40, non? 40, En fait, comme on expliquait Oui, tout à l'heure, il y a eu assez peu de personnes au départ et assez peu de nationalités, principalement européennes, parce que les restrictions de déplacement sont ah assez, oui, c'est ça. D'accord. assez conséquentes. les Français n'avaient pas l'autorisation de venir sur cette compète, par exemple. D'accord. Voilà. Oui, bah La oui. Fédération Et, française et le ministère des Sports les avaient obligés à rester côté français. Ouais. ouais. Mais toi, tu concourais pour obtenir ton ta qualif, mais les Françaises, elles l'ont peut-être déjà, elles leur qualif au JO. Elles l'ont passé autrement, en fait. Ouais. Les Françaises, elles ont organisé, enfin, les Français ont organisé une compète en France. Je sais Alors plus. non, pardon, j'interviens, mais le quota, les quotas olympiques sont distribués sur les championnats du monde de l'année d'avant. Ah, d'accord. Et en fait, toutes les, on va dire, grosses nations se qualifient sur le championnat du monde de l'année d'avant. Voilà. Et ensuite, il y a une place par continent qui est redistribuée. Donc les Européens vont se battre la semaine prochaine sur leur championnat d'Europe. Les championnats asiatiques étaient la semaine dernière. Non, c'est la semaine prochaine aussi. Ah, ils sont En arrivés la semaine Thaïlande. dernière sur place, pardon, et la course est le week-end prochain. Et après, il y a eu voilà, les championnats américains Oui, qui ont été annulés, mais bon, ils ont retrouvé une course de référence pour redistribuer. Bref, chaque continent Essayent de se débrouiller comme ils redistribue un peuvent quota là. comme ça. Ouais. Donc, et l'Afrique n'a droit qu'à qu'un athlète? Alors, S'il n'est pas sélectionné à partir des championnats du monde de l'année d'avant, Ouais, il reste plus qu'un quota, ouais. voilà. d'accord. Donc là, tu vas être la seule à représenter non seulement le Maroc, mais l'Afrique. Oui. Ouais, Éveillé. c'est Éveillé. une tâche lourde là, non? Lourde, ouais, oui. Enfin, lourde, Ouais. mais en tout cas hyper excitante, ouais. On est deux kayakistes. Il y a un kayakom aussi qui a réussi à sélectionner, un Marocain aussi, Ah ouais, qui est comme moi, du coup, il représente le Maroc et le continent africain. d'accord. Pour notre délégation, c'est une première d'avoir deux kayaks, un homme et une femme sélectionnés pour les Jeux Olympiques. C'est... Mhm. Bon, c'est bien. Alors, Kylian, toi, je vais te demander la même chose qu'à Célia tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous présenter, te présenter à nous, nous énumérer un petit peu ta carrière, parce que bon, il y a quand même des trophées, des résultats, et puis nous expliquer ton rôle aux côtés de Célia, s'il te plaît. Alors, ben, moi, je suis originaire de Ville-Perdue, donc je ne suis Ah pas dans la ouais? couronne tourangelle, mais je suis pas loin. Ouais. Et donc, je suis licencié au club du Val-de-Marne depuis 2002, il me semble. Voilà. Et donc, c'est un club que j'ai jamais quitté. J'ai beaucoup bougé, mais j'ai toujours été licencié là-bas. Et donc, voilà, j'ai fait 9 années en Pôle France, avec quelques sélections en équipe de France, notamment junior et moins de 23 ans. Des médailles au niveau européen, je crois, de mémoire, jamais au niveau mondial. Mais voilà, européen et national. Ça Et fait pardon, une médaille en Coupe du Monde. ouais. J'avais oublié. C'est une troisième place en Coupe du Monde en 2016. Et, Dit-il blasé. Ouais, non, c'est non, clair. non, mais voilà. Et j'ai arrêté en 2019 Sur le titre. sur une victoire en Coupe de France. Une victoire du Ah classement bah général. c'est bien. C'est bien de partir sur du positif. Voilà, mais c'était une surprise un petit peu parce que j'avais commencé à lever un peu le pied déjà cette année-là. Mais le fait d'être un petit peu moins, on va dire, préoccupé Sous par pression? le résultat, un peu moins sous pression, ouais. Ça s'était quand Ouais. même super bien passé. J'avais fait une super saison et voilà, je m'étais arrêté là-dessus. Alors, ton rôle aux côtés de Célia, alors je te parle bien du côté sportif, hein, je ne parle pas de la vie privée. Hein. Ouais, alors au niveau sportif, je suis pas en charge. Enfin, déjà, je suis, je suis entraîneur bénévole. Ouais. En fait, c'est D'accord. pas mon travail.
et j'interviens uniquement sur la partie technique. Alors, un petit peu de logistique, parce que mais ça, c'est pas trop le côté sportif, mais comme on n'est pas professionnel, on n'a pas un manager au-dessus qui gère tout, on doit mettre en place les déplacements sur les compétitions, sur les stages, sur tout ça, nous-mêmes. Donc, j'interviens aussi un peu à ce niveau-là, mais sinon, j'interviens que sur le côté technique. Pour le côté prépa mentale, prépa physique, c'est Célia qui s'est entourée de professionnels. D'accord. Et voilà. Et justement, Kylian, au niveau des déplacements pour les compétitions, c'est à votre charge ou c'est à la charge de la Fédé? Alors, jusqu'à la sélection olympique, c'était à notre charge. Depuis, bon, ça a quand même débloqué beaucoup de choses, notamment des budgets, et que ce soit au niveau du club de Veigné, à leur niveau, ou au niveau du Comité national olympique marocain, qui est quand même, bon, voilà, là, on change un peu de dimension. Maintenant, il y a des budgets pour défrayer tous nos déplacements. D'accord. Des questions, les gars? On va rester, pardon. Ouais, vas-y, si t'as complet. On va rester les seuls amateurs du canoë-kayak présents au jeu. Alors, oui. Alors, peut-être que là, avec les sélections asiatiques, il y aura d'autres amateurs, mais sinon, ils sont tous kayakistes professionnels. Ouais. Oui, parce que Célia, pour information, tu es infirmière. Oui, c'est ça. Hein, donc, tu as du boulot en ce moment, on va dire. C'est pas très simple comme job en ce moment. Ouais, je m'ennuie pas. Ah oui, tiens, raconte-nous, parce que tu me l'as raconté au téléphone l'autre jour, la particularité, je sors un petit peu du kayak là, mais disons que c'est une préparation physique intéressante en parallèle, puisque ton job, tu le fais à vélo. Vas-y, explique-nous ça. Oui, on est 3 associés et on a décidé de travailler qu'à vélo, non électrique, je précise. Et du coup, voilà, on va voir nos patients à vélo. Donc, c'est que du domicile. C'est que du domicile, ouais. Ah ouais. Et combien de patients par jour? Ça dépend entre 20 passages et ça varie entre 20 et 30, quoi. Et en kilomètres, ça fait quoi? On n'a jamais pris les distances. Ouais, d'accord. Bon. Mais bon, ça chauffe bien les cuisses des fois. Oui, d'accord. Mais c'est bien, c'est une préparation physique, ça, c'est bien. Ouais. Voilà. Les gars, des questions? Basile? Bah, moi, simplement, je découvre un petit peu. Moi, j'avais un peu les valeurs de l'olympisme. Alors, je suis un peu déçu, du coup, qu'il y ait autant de professionnels, parce que de mémoire, les valeurs de l'olympisme, c'est un peu mettre en avant le sport amateur. Alors, bon, on peut des façons d'officier sur le football, mais je pensais, enfin, naïvement peut-être, mais je pensais qu'il y avait beaucoup plus d'amateurs que ça. Alors, il faut faire la différence entre amateurs comme nous et les amateurs comme, on va dire, les leaders mondiaux. Ils sont effectivement pas payés par leur club pour s'entraîner, mais ils sont tous, les Français par exemple, il y en a quelques-uns qui sont professeurs de PS détachés à plein temps, par exemple. Les autres nations, ça fonctionne souvent avec l'armée. Donc, ce sont des militaires, mais qui n'ont jamais. Ici, ils ont mis un uniforme 2 fois par an pour aller serrer des mains, faire des photos, mais ils n'ont jamais été vraiment à l'armée. Ils sont dans leur kayak en permanence. En fait, ils sont vraiment payés pour s'entraîner. Ça marche. Et après, sinon, non, simplement, la question, l'observation, c'était comment ça peut se passer en étant plutôt loin du Maroc, pour le coup, en termes de communication, en termes d'aide, en termes de financement quelconque. Enfin, comment ça se passe au quotidien, logistiquement parlant? Alors, c'est très, très nouveau, hein, toutes les aides, on n'en a pas eu jusqu'à présent. Après, l'avantage, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on peut communiquer quand même hyper facilement avec où qu'on soit dans le monde, hein, c'est beau. Oui. Du coup, on n'a pas trop de soucis au niveau communication. Maintenant, on attend que l'argent arrive pour pouvoir débloquer beaucoup de choses. Mais ça vient, je pense que ça vient. En fait, pour le moment, c'est des promesses en gros qu'on a eues, mais voilà, ça devrait se mettre en route. Les JO à Tokyo, Célia, bon, ça y est, tu as gagné ton billet. Mais Kylian, est-ce que tu vas avoir l'autorisation d'y aller en étant à la fois
concubin, compagnon, mais on va dire pseudo-entraîneur, puisque tu nous as dit que c'était du bénévolat en quelque sorte. Est-ce que les autorités d'abord françaises et ensuite japonaises vont t'autoriser à aller là-bas et aller dans le village olympique, sur le bassin, etc. Alors, d'un point de vue alors français, c'est pas trop pris en compte. Là, c'est plutôt des négociations Avec les Marocains. avec les Oui, Marocains. pardon, j'ai dit français. J'ai dit Ouais. français, excuse-moi. Ouais, Maroc, ouais, excuse-moi. Et Ouais. donc, enfin, eux, que je sois payé ou que je sois pas payé, ils me voient comme l'entraîneur de Célia, parce que c'est ce que je suis en fait. Ouais. Mon statut de bénévole, il change Oui, rien. c'est ça. là-dedans. Peu importe les arrangements. Ouais. Ouais. Comme nous, on Et- est journaliste à ITS, mais on n'est pas payé. Non, on n'est pas journaliste. Il faut que tu te mettes ça dans On la est- tête, Bertrand. On est chroniqueur alors. On est Voilà. chroniqueur à ITS, mais on n'est pas payé pareil. Mais on est Ouais. chroniqueur à ITS. Et donc pour eux, voilà, je suis entraîneur et on a demandé à avoir en fait 2 coachs pour 2 athlètes. On a dit tout à l'heure qu'il y avait 2 athlètes marocains et en fait on est 2 coachs. Donc pour le moment, c'est pas validé à 100%, hein, on n'a pas les billets d'avion, mais normalement, on devrait être présents les 2 athlètes avec les 2 coachs là-bas. D'accord, ça devrait pouvoir s'arranger. Sachant que c'est la seule solution pour y aller, parce que je pourrais pas y aller en tant que, Bah oui. qu'accompagnant. Ouais. Voilà. Moi, j'ai une question sur quand on est dans le bateau au départ. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la descente? Bon, ça dure quoi, 2 minutes, non, 1 minute 45, suivant les bassins. Oui, suivant Voilà. les bassins et suivant le pack Voilà. Les portes vertes, les portes rouges. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement, parce qu'on est quand même pas mal de néophytes dans cette discipline et les gens qui nous écoutent, même qui nous regardent, il y en a certainement beaucoup qui ne maîtrisent pas trop le canoë-kayak. Ouais, alors moi je vais faire le côté, on va dire vraiment caractéristique technique d'un parcours, d'un bassin, puis je vous laisserai avec Célia pour tout ce qui est sensation, c'est elle qui est dedans en ce Ouais, moment. d'accord. Donc on est sur une rivière, donc on a dit que ça durait à peu près 1 minute 45. On est sur une rivière qui va faire entre 150 et 200 mètres de long. Aujourd'hui, les bassins artificiels, ça tourne entre 12 et 16 mètres cubes par seconde, le débit de la rivière. Donc, Ouais. voilà, sur des bassins Donc qui sont assez pour informer, on va dire les remous. Voilà, on va appeler ça comme ça. Ouais, voilà. Et donc sur ces remous, sur cette rivière, on va suspendre des portes vertes ou rouges, comme tu l'as dit. Donc, il y a entre 18 et 25 portes. Et parmi ces portes, on a les portes vertes à descendre donc dans le sens de la rivière. Là, c'est vraiment dans le sens du courant. Et on a les portes rouges dans les contre-courants, donc souvent à droite et à gauche de la rivière, qu'il va falloir remonter. Et des portes rouges, il peut y en avoir soit 6, soit 8. En fait, les portes vertes, on passe dedans. Oui. Et la porte rouge, on doit entourer un des 2 poteaux avec le bateau et s'en ressortir et reprendre le circuit. Voilà, on passe dedans, mais vers l'amont, vers le haut de la rivière. Ouais. Exactement. Et donc, selon où elles sont placées, ça peut être vraiment j'allais dire des pièges, en tout cas des figures techniques un peu délicates à réaliser. Et souvent très physiques. Il faut être gainé là. Hein. Alors, le gainage a son importance. Ouais. Alors, c'est vraiment tout le haut du corps, principalement. Mais voilà, ça ne s'arrête pas au bras. C'est jusqu'au bassin, on a vraiment besoin d'une force physique. C'est très court, hein, mais il faut être vraiment très fort pour réussir à emmener son kayak ou son canoë où on a envie. Musculairement, c'est solide. Alors, Célia, les sensations quand tu es comme ça au départ, explique-nous ce que si tu as un rituel ou est-ce qu'il y a des choses que tu appréhendes, quoi. Explique-nous un petit peu ta course à Barcelone notamment. Des choses que j'appréhende, moi j'ai quand même ce défaut d'en avoir toujours. Après, je travaille justement là-dessus avec mon préparateur mental pour m'aider là-dessus parce que j'ai tendance à faire des fixations sur des difficultés qui à l'entraînement vont pas trop me déranger et le jour de course, je vais focaliser dessus. Là, en tout cas, à CO d'Urgell, donc sur le bassin de Barcelone, j'étais pas trop stressée par rapport à ce que je suis capable de faire en temps normal. Là, j'étais plutôt bien parce que j'étais prête et j'étais
voilà, je savais qu'il y avait Kylian sur le bord, j'étais pas toute seule. Donc voilà, non, j'étais bien. À quoi je pense sur l'eau? Je sais pas trop, ça va vite. Alors du coup, je pense qu'à mon parcours. Ouais, tu es concentré, quoi. Ouais, en fait, ça va vite. C'est entre 1 minute 30 et 2 minutes. Je sais pas trop si on sait vraiment à quoi on pense. Enfin, je sais pas toi quand tu étais athlète, Je mais pense qu'elle est plus stressée maintenant qu'au départ d'une course. Alors, je vais essayer de débriefer un peu ce qu'elle est en train de dire. Euh, En fait, il y a un gros travail. On l'a dit tout à l'heure, le parcours, on ne peut pas l'essayer avant. On connaît les mouvements d'eau, mais on ne connaît pas l'emplacement des portes à descendre. Et on n'a pas le droit de l'essayer. Donc c'est vraiment le jour de la course, la manche qu'on va C'est une réaliser. découverte. C'est une découverte. Donc avant ça, il y a un gros travail de visualisation qui est fait. Donc quand on est dans le start, on se remémore un peu tout ce qu'on a imaginé avant, tout ce qu'on a mis en place dans notre tête. Et souvent, il y a vraiment de la visualisation qui est faite. On voit souvent les gens sur le bord faire des signes. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Ils s'imaginent vraiment être dans leur kayak alors qu'ils sont encore sur la berge. Donc, on est vraiment dans la visualisation de tout ce qu'on va essayer de mettre en place. Et je dis bien essayer parce que ça reste de l'eau vive, ça reste on n'est pas dans un couloir d'athlée où il y a assez peu d'éléments extérieurs. Sans rien dire contre l'athlée. Hein. On a vraiment beaucoup d'éléments extérieurs qui viennent perturber tout ce qu'on a prévu. Donc, il y a aussi un gros travail d'adaptation à faire au cours d'une manche. Oui. Non, vas-y, termine. Je crois que tu avais terminé. En plus de ça, on a dit que ça pouvait durer 1,45, une manche de slalom. Donc, il y a aussi tout ce qui est lactique qui arrive, qui vient perturber toutes nos sensations et tout ce qu'on avait prévu. Donc, entre tous les différents éléments qui viennent perturber, en général, il n'y a pas grand-chose qui ressort de ce qu'on avait prévu. Voilà. Ouais. Et même à tout niveau. Donc, il y a beaucoup d'adaptation au cours d'une manche de slalom. Quand vous touchez un poteau qui soit vert ou rouge, c'est une pénalité de 5 secondes? Alors, 2 secondes. 2 secondes, exactement. 2 secondes, d'accord. La pénalité de 5 secondes a existé, mais même avant que moi d'accord, ouais. je fasse de la compétition. C'était il y a un paquet d'années. C'est normal, Francis est âgé déjà. Ouais, mais c'est vrai aussi ça. Mais c'est plutôt ma mémoire qui flanche là. Ouais. J'ai tendu une perche pour la blague, mais j'aurais pas osé. Oui, mais c'est pour ça que moi je suis là pour ça. Alors, donc 2 secondes de pénalité si on touche une fiche, qu'elle soit verte ou rouge, et si on n'arrive pas à franchir une porte, ou si le franchissement n'est pas correct, c'est 50 secondes de pénalité. Oh, voilà, ah oui, là c'est fini là. Voilà, avec une touche, on peut encore espérer pouvoir réaliser une performance correcte. Avec un 50 de pénalité, voilà, la course est complètement. C'est fini là, oui, d'accord. Mais il faut vous l'avez déjà. Pardon? Il faut quand même jamais abandonner parce qu'on sait pas ce que les autres ont fait. Donc, Est-ce que l'un et l'autre, vous l'avez vécu en compétition, ça c'était 50 secondes de pénalité? Moi, oui. Ouais. Et toi, Kylian? Assez peu. Moi, j'avais un style, j'étais plutôt un gros gabarit et j'avais un style à passer vraiment au milieu des portes et à pas trop jouer avec ça. Ceux qui ont tendance à prendre des risques, on va dire, et à couper sous les piquets, comme il faut que la tête entière soit dans le plan de porte, entre les 2 fiches. Si on joue un petit peu trop, on passe des demi-têtes ou alors carrément juste le casque dans la porte, et ça, c'est un 50 de pénalité. Et donc, comme ce n'était pas du tout mon style de navigation, je n'ai pas été... On peut revenir en arrière quand même, quand on rate une porte. On peut revenir en arrière pour la passer la porte. Il y a eu des périodes où c'était interdit d'un point de vue réglementaire. C'était le premier franchissement qui faisait foi. Maintenant, ça a évolué. On peut effectivement retenter le franchissement. Alors, selon la configuration du bassin, des fois, on a passé un seuil, on a passé une grosse vague qu'on ne peut plus remonter. Oui, à cause du courant. Le courant est trop fort pour remonter. Ouais. Et puis, il y a la verticalité aussi un petit peu qui est handicapante. Donc, j'avais une autre question à vous poser que j'ai mangée, parce qu'elle venait comme ça à brûle-pourpoint, je ne sais plus. Bon, les gars, si vous avez une ou deux questions à poser. Au niveau des compètes, là, comment ça se passe? C'est individuel? Vous avez des championnats par club? Comment ça se passe? Pour vos compètes, en fait, ouais.
En fait, pour le Maroc, non, j'ai fait très très peu de compétitions sur place parce que généralement, quand j'y vais, j'essaye de les organiser. Ah oui. Après, En fait, avec Veigné, est-ce que vous avez un championnat par équipe contre d'autres clubs? C'était ça plutôt, je pense que Bertrand Oui. voulait dire. ok. Il a un petit peu de mal à s'exprimer, il ne faut pas lui en vouloir. Bon, tu as bien compris quand même. Alors, si tu as compris, c'est que c'était assez clair. Mais moi, je te connais, c'est pour ça. Effectivement, au niveau local, on a des courses par équipe qui existent. Donc, soit sur le championnat de France, il y a ce qu'on appelle des patrouilles, des courses par équipe. Et là, c'est 3 bateaux qui s'élancent, donc 3 bateaux du même club qui s'élancent. Et donc, c'est un espèce de balai entre les bateaux. Il y a des croisements dans toutes les figures techniques. Et en fait, le chrono se déclenche sur le premier équipier à la ligne de départ. À la ligne d'arrivée, ça s'arrête sur le dernier équipier. Et voilà, et après, il y a ce qui se fait de plus rapide, c'est quand les bateaux évoluent très très proches, donc souvent un peu risqué, mais un peu spectaculaire aussi. Et donc, c'est toujours des courses particulières à faire. Il faut vraiment être sur la même longueur d'onde que ses coéquipiers. Et il y a des divisions, il y a des championnats. Veigné, Alors, justement, vous et en quelle division? À ce niveau-là, il n'y Ouais. a qu'une division, c'est un championnat de France. Il n'y a pas de circuit et tout ça, c'est vraiment une échéance finale. C'est vraiment pas la priorité, on va dire, des fédérations de développer ces activités-là, parce que même au niveau international, ils sont revenus en arrière. C'est-à-dire qu'ils ont supprimé ces catégories-là. Par contre, il y a un championnat de France des clubs qui se fait. Et donc là, c'est les à peu près 15 meilleurs bateaux. C'est pas à peu près, c'est exactement ça. C'est les 15 meilleurs bateaux du club qui se regroupent. Et en gros, toutes les performances de tous les bateaux sont comptabilisées. Additionnelles. Ouais. Donc avec des compétitions individuelles et des compétitions en équipe. Et donc, ça, c'est vraiment une échéance pour le club. C'est une des plus grosses échéances de la saison. La dernière fois que le club a concouru, c'était donc en 2019. Et on a fini 3e. Donc c'était notre grand retour, parce qu'on a été longtemps sur le podium des championnats de France des clubs à Veigné. On a même gagné 2 ou 3 années de suite. Donc là, c'était vraiment notre retour sur le podium. Depuis, il n'y a pas eu de course de mise en place parce que voilà, 2020-2021, c'est compliqué. On attend la prochaine. 2021, on peut garder espoir, on ne sait pas. C'est des courses qui se passent à l'automne, donc d'accord. On a encore espoir de l'avoir, cette compétition-là. Mais voilà. Moi, je voulais savoir par rapport, Célia, est-ce que avant les JO, tu vas avoir une compétition pour t'entraîner, entre guillemets? Oui, donc la course nationale 1 qui va se dérouler à Pau début juin. Et en suivant, dès le lendemain, on part à Prague pour une Coupe du Monde. Voilà. Et les deux sont hyper importantes parce que là, ça fait longtemps qu'on ne prend pas de départ. Et c'est bien de pouvoir se déplacer pour 2 compétitions. Dernière question. Dernière question, puisqu'on arrive au bout de la demi-heure. Est-ce que quand on est athlète comme vous deux, Kylian, je vais encore te considérer comme athlète, est-ce qu'on a un modèle dans votre discipline, comme on peut avoir Teddy Riner quand on est judoka, quoi? Teddy Riner dans un kayak. Non, j'ai dit comme judoka, Basile. Oui, puis il aurait du mal à y rentrer, je suis d'accord. Ouais. Alors là, on va avoir des modèles différents, je pense. Moi, je suis resté sur Tony Estanguet. Ouais. Exactement dans la même catégorie que lui. Alors, on s'est jamais trop, heureusement pour moi, on s'est jamais trop affronté parce que j'ai commencé à être performant quand lui a arrêté. On s'est beaucoup croisés, mais jamais affronté. Et comme je dis, c'est une chance pour moi. Mais il est régulièrement sur Pau et ça fait toujours bizarre de le voir sur l'eau, même s'il navigue maintenant en famille, en dilettante. avec ses frangins, voilà, en dilettante. Ça reste impressionnant. J'ai encore l'impression que tout ce qu'il fait, c'est magnifique. Parce que tout ce qu'il fait, c'est magnifique. Et pour toi, Célia, c'est qui? Ouais, je pense que c'est pareil, c'est Tony. Ouais. Il y a personne d'autre qui m'a fait vibrer comme lui, il m'a fait vibrer en regardant du kayak, quoi. Mais il y en a des solides, il y a des Bulgares, je crois, qui sont forts. Ou... Alors, non, il y a pas. en course en ligne, ouais, ils sont impressionnants. Ah oui, d'accord, ouais, d'accord. Ok.
Après, c'est Tony Estanguet, c'est donc la performance, mais aussi le personnage qui Ouais. plaît beaucoup. Bah oui. C'est un bon personnage. D'accord. Moi, Eh bien, nous allons. Francis, Oh là. juste poser une... Ah bah ouais, toi tu te réveilles, tu poses pas de questions pendant une demi-heure et puis là, ça y est. Vas-y. Non. Je voulais juste savoir quel était ton objectif pour les JO niveau classement, Célia. Niveau classement, je sais pas trop parce que comme on disait tout à l'heure, j'arrive dans la cour des grands avec que des kayakistes professionnels autour de moi. J'ai pas encore écrit mon objectif des Jeux. Mon objectif jusqu'à présent, c'était de me sélectionner aux Jeux. Maintenant, j'y suis. Alors effectivement, il va falloir que je me pose d'autres questions. D'accord. Et la Coupe du Monde de track, je pense, sera bienvenue pour réussir à remettre un peu en à perspective. jauger les valeurs. Ouais. Et puis, en tout cas, donc là, on va arrêter. On a dépassé un petit peu, c'est pas très grave, c'était même très agréable. Célia, on te souhaite beaucoup, beaucoup de bonnes choses, de passer des JO fabuleux. J'espère qu'on verra des images à la télé et si on avait le bol de te voir à la télé, ça serait vachement bien. Kylian, on espère aussi pour toi que tu puisses l'accompagner et que vous passiez tous les deux un souvenir fabuleux, quoi. Puis que tout ce que peut engendrer des Jeux Olympiques, quoi. Merci beaucoup. Ce serait bien qu'elle soit commentée par Nelson Montfort en plus. Ouais, Nelson Montfort, il va peut-être se mettre de côté un petit peu quand même, là, au bout d'un moment, on va falloir y penser. Célia sur l'eau commenté par Nelson Montfort. Moi, je regarde. Si c'est pour dire des conneries. Et si c'est pour dire des conneries, on peut le faire. Hein. Ouais, mais tu sais, Bertrand, qu'un triple axel en canoë-kayak, c'est pas terrible. Merci Célia, merci Kylian, plein de bonnes choses et à tout bientôt. Oui, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Et nous, après ce jingle, nous allons parler hockey sur glace. Tous les lundis de 19h à 20h, c'est le grand débrief avec Francis Leroux et ses chroniqueurs. Alors, hockey sur glace, c'était le dernier match de la saison. Je ne sais plus si c'était mardi ou mercredi. Les Remparts se déplaçaient à Cholet, c'est ça? C'est ça même. Et défaite 4-3. Vas-y, Basile, raconte, Pépère. Défaite. Comment t'appelles 4-3, c'est une défaite. C'est un match nul, 4-3, Florentin? Non, mais de base, c'est 3-3 et après, ils perdent au tir au but. Et 4-3, c'est une défaite. Ouais, c'est vrai. Bon. Oh là là. Vas-y, Basile, remets-le à sa place, l'adolescent. C'est bien, il s'intéresse, mais c'est une défaite. Il s'intéresse, mais il ne comprend pas. C'est une défaite en prolongation, voilà, tout simplement. Bon, après, c'était un match qui était plutôt anecdotique. Enfin, c'est pas très bien que je le dise comme ça, mais disons que c'était pas un match qui avait un enjeu, disons, pour le Final Four, parce qu'aucune des deux équipes pouvait participer au Final Four, donc c'était simplement pour s'offrir la meilleure des sorties possibles, tant aux joueurs et à certains joueurs qui quitteront l'effectif que donc il y avait cette importance-là. Et face à une équipe des Dogs de Cholet qui est une équipe bien souvent qui pose des soucis aux Tourangeaux et on l'a vu là à nouveau. Donc c'est plutôt logique. Et un premier tiers, par exemple, qui s'est soldé sur le score d'un but partout. Ouais. C'est un but de Phil Boubacher, de mémoire. Ouais. Et puis un tiers médian qui vraiment sourit aux Tourangeaux avec des buts de Peter de mémoire et Fabien Mété. Peter Bourreau, pardon. C'est encore Phil. C'est Boubacher qui marque un pardon, Phil à nouveau. Et donc ça fait le score de 3-1 sur le tir médian. Donc là encore, un peu naïf, on se dit tiens, c'est le match qui est dans la poche. Et puis finalement, le dernier tiers a raison de la victoire tourangelle. Et donc ça se termine bien évidemment, comme vous l'aurez compris, à 3 partout. Et puis donc 3 buts à 1 dans la séance de tir au but. Donc, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'à 5 minutes de la fin, il y avait 3-1 pour les Remparts. Hein, à 5 minutes de la fin. Donc finalement. Mais après, je dirais que les mots des Tourangeaux et les mots MAUX ont été bien souvent les mêmes, c'est-à-dire les débuts de tiers et fin de tiers.
Et bah, malheureusement, ce match-là, il n'a pas dérogé à la règle. Après, félicitations à l'entraîneur de Cholet qui a sorti son gardien très rapidement. Ouais. Hein, parce qu'en fait, finalement, déjà, ils reviennent à 3-2, à 6 contre 4, parce que Oui. Bourgo était en pénalité. Donc 6 contre 4 avec le gardien sur la glace. Donc ça faisait une double supériorité. Et puis après, ils égalisent pareil, avec le gardien. Avec le gardien sur le banc, du coup, pas sur la glace. Sur le banc, oui. Oui, sur le banc, oui. Après, banc, ouais. bravo. Enfin, oui, pourquoi pas. Après, c'est quand même monnaie courante. Hein. Quand tu as 2 buts de retard, c'est extrêmement fréquent que les entraîneurs sortent le gardien. Alors, quand il y a une supériorité numérique, ça arrive aussi. Quand il n'y en a pas, bien souvent, c'est aux alentours des 3 minutes à peu près de la fin que l'entraîneur prend un risque. Donc, mais comment tu l'expliques? Comment tu l'expliques justement que ces 5 dernières minutes, les Tourangeaux, ils coulent complètement quoi, en se prenant 2 buts comme ça dans les 5 dernières minutes, alors qu'ils mènent quand même un écart assez important à 5 minutes de la fin, ils ne seraient pas censés se faire revenir. Quoi. Bah, il y a les dimensions physiques, déjà, premièrement. Ouais. Le fait que tu es un peu impacté physiquement et peut-être que l'organisme des Tourangeaux était un peu moins frais que celui des Choletais. Après, je ne suis pas non plus dans les vestiaires pour arriver à savoir, mais il peut y avoir ce facteur-là. Après, il y a aussi le facteur qui fait que tu as une équipe en face qui pousse face à toi. Et puis, en face, ils ont le droit aussi d'être bons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le monopole du beau jeu et de la victoire ne revient pas forcément aux Tourangeaux. Donc, parfois, tu es poussé, tu es pressé. Et ce qui fait qu'à partir du moment où tu as une supériorité numérique et une double supériorité, bien souvent, une double supériorité, ça vient quand même t'impacter. Donc, et en plus, tu passes énormément de temps à défendre. Donc, plus tu passes de temps à défendre, plus tu as de chances d'encaisser un but. Oui, puis on n'a pas été aussi assez dangereux en attaque parce que quand on voit 47 tirs pour les Choletais et 21 pour les Tourangeaux, après, comme on disait dans les précédentes émissions, les tirs, ça peut être compté comme des passes qui arrivent au gardien, mais Ouais, après, attention, enfin, je sais qu'encore une fois, on est attaché aux statistiques, mais par exemple, sur la fin de match, moi, je n'ai pas comptabilisé, hein, mais sur la fin de match, c'est-à-dire les 5 dernières minutes, je serais curieux de savoir le nombre de tirs qu'il y a. Parce que s'il n'y en a pas plus d'une dizaine, de mémoire, me semble-t-il qu'il y en a un peu plus d'une dizaine. Et donc, en fait, tu as 25% des tirs qui sont tirés dans les 5 dernières minutes. Ouais, c'est sûr. Ouais. Donc, voilà, ça vient un petit peu mettre en perspective les données qu'on peut acquérir sur les statistiques et l'interprétation surtout qu'on peut en faire. Après, il y a aussi sur les engagements où on perd largement 43 pour les Choletais et 26 pour les Tourangeaux. Là aussi, je crois que c'est Koski qui les fait la plupart du temps. Oui. Koski qui les fait et qui avait bien réussi au match contre Caen, le précédent match d'avant, et là qui a baissé le rythme entre guillemets et qui les a pas eu. De ce côté-là, c'est très simple. Ça dépend de la valeur de l'adversaire. Oui, de la valeur de l'adversaire. Et en plus de ça, je dirais que ça met aussi en perspective ce que tu disais sur les statistiques. C'est-à-dire que si, par exemple, c'est un engagement en zone défensive pour les Tourangeaux, bah, par exemple, s'il est gagné directement par les Choletais, ça fait occasion de but direct. Bah oui. Alors qu'à l'inverse, vu qu'ils n'en gagnent pas suffisamment, si c'est dans la zone défensive des Choletais, si on n'arrive pas à gagner l'engagement, de fait, on n'a pas d'occasion de but. Ah oui. Donc, ça vient mettre aussi en perspective cette information-là. Après, pour le Final Four, pour la petite histoire, c'est les Marseillais, les Spartiates de Marseille qui ont gagné ce Final Four. Donc, ce qui n'était pas forcément la cote la plus attendue. Ils ont corrigé Nantes en demi-finale, c'est ça, non? Bah ouais. C'est pas forcément la cote. Les équipes de la poule ont perdu, les deux ont perdu en demi-finale. Ouais. Nantes et Neuilly. Ouais. Donc l'autre poule était peut-être un peu plus forte. Bah ouais, faut peut-être se mettre ça dans la tête, effectivement, mais c'est vrai que c'est un peu bilan, le bilan n'est pas terrible, hein, finalement. Le bilan des Remparts. Ils terminent quoi avant-dernier, là? Ouais. Après, ils avaient 3 points de pénalité au départ, donc ça fausse un peu le classement. Oui. Après, oui, bon.
Bah, tout dépend s'ils sont à moins de 3 points. S'ils sont à 4 points, c'est pareil. Quoi. Après, il y a en demi-finale, c'est là où je pense que vous allez comprendre. En demi-finale, Neuilly a perdu. Ouais, des fois qu'on n'aurait pas compris. Je pouvais pas le dire, mais bon. Appelle-nous Truffe, toi l'adolescent. Là. On n'est pas neuneux quand même. Neuilly a perdu 4-3 face à Strasbourg. Et justement, le remplaçant de Julien Guimard, Franck Spinozzi, qui est l'ancien maintenant entraîneur de Neuilly, qui a quand même essayé de faire chuter Strasbourg, qui a bien joué. Et alors, ce monsieur Spinozzi, tu veux nous en dire quoi? Bah, ça fait plus de 10 ans qu'il est à Neuilly. Ouais, et puis il va où? Il va à Tours. Déjà, jamais tu l'as dit. Jamais tu l'as dit. Tu m'étonnes qu'on me j'ai dit le remplaçant de Julien Guimard. Il faut écouter. Hein. Non, tu ne l'as pas dit. C'est sûr, les autres te le dire, tu ne l'as pas dit comme ça. Et on ne comprend pas. Alors, quand tu nous dis qu'on doit comprendre, mais il faut que tu nous parles en français quand même. Hein. Et donc, déjà, c'est pas tout à fait bon déjà. Pourquoi? Vas-y, Bertrand. Basile, corrige. Bah, il a été plus de 10 ans à Neuilly, mais là, il n'y était pas. T'es sûr? Bah, oui. Ouais. Il n'a pas fait une pige quelque part là, à l'étranger entre-temps. Il était dans son pays natal, le Canada. D'accord. Bon, les gars, 6e sur 7 d'une demi-poule, on va dire ça comme ça, dans un championnat qui ne servait pas à grand-chose cette année, on va dire que ça comptait pour du beurre, en espérant que ça démarre et que ce soit beaucoup plus passionnant l'année prochaine. Voilà, c'est les seules choses qu'on puisse. Et qu'il y ait du public, bien évidemment, mais ça c'est une évidence. Puis, de toute façon, c'est pas seulement pour les remparts, ça c'est pour tout le monde. Non, mais pour le hockey, c'est important quand même. Oui, mais c'est important pour toutes les équipes. C'est pas ça ce qui a pénalisé forcément plus les remparts que les autres. C'est ce que je voulais dire. Après ce jingle, messieurs, nous allons parler basketball. Suivez le débriefing des rencontres sportives tourangelles tous les lundis de 19h à 20h avec le grand débrief. Alors les gars, 2 rencontres qui se sont déroulées depuis notre dernière émission de lundi dernier. Il y en a une, c'était mardi soir à mon conseil. L'UTBM recevait Angers et ça devait finir par arriver. Défaite 68-69. Un match d'un pénible au possible. Vous en pensez quoi, vous? Ça dépend si tu es supporter du TBM ou pas. Ah non, mais même de l'autre côté, c'était pas un bon match. Hein. Angers a gagné, mais n'a pas été bon. Hein. Non, mais on a manqué d'efficacité offensivement. Notamment sur les lancers francs, on est à 12 sur 20. Ouais, c'est ça. Où Crayon aussi était mauvais au lancer franc, faut le dire. Secteur intérieur, ouais. Les deux n'ont pas été bons sur ce match-là. Exactement. On a c'est vraiment là qu'on a pêché. Et les lancers francs aussi, oui, effectivement. Mais en dessous, tu as. Après, 6 sur 22 à 3 points. Hein. Francis, 6 sur 22 à 3 points. En fait, on a pêché sur l'attaque. On a été très mauvais en attaque. On a été bon en défense. On a quand même été bon en défense. On voit les côtés positifs. Heureusement, parce que sinon, on se prend une déculottée. Dans le troisième quart-temps, justement, dans le troisième quart-temps, je ne comprends pas pourquoi l'UTBM s'est buté à vouloir tirer à 3 points. Enfin, ils avaient fait une bonne première mi-temps et dès le troisième quart-temps, ils ont eu une baisse de régime et ils ont continué à vouloir insister à 3 points. C'est jamais rentré. Ils ne sont jamais passés par le secteur intérieur. Et je me suis posé la question pourquoi ils ne sont pas passés par le secteur intérieur. Est-ce qu'ils étaient bouffés à l'intérieur? Ouais, Angers a bien fermé la maison à l'intérieur et Olysse Meka et Crayon n'étaient pas dans le coup. D'Argenton a un petit coup de moins bien en ce moment. Et puis Smallwood ne joue pas
vraiment ce rôle d'intérieur et il se prend régulièrement le nez avec son coach. Lui d'ailleurs, moi ça fait sur les 3 derniers matchs, à chaque fois il y a eu une petite soufflante entre les deux, donc visiblement c'est pas le grand amour entre les deux personnages. Bon, ça c'est ce que j'ai vu, voilà. Maintenant, oui, on a été maladroit à l'extérieur, mais même en dessous. Moi, j'ai le souvenir d'un ballon entre Olis Emeka et Crayon. Ils ont shooté chacun 2 fois sous le cercle et le ballon n'est jamais rentré, quoi. Je veux dire, quand tu fais 2,04 m, 2,05 m, au bout d'un moment, ça doit finir par rentrer, quoi, quand tu es en dessous. Bah, ça fait 6 points pour Crayon, 4 points pour Lyséméca, ça fait 10 Voilà. points pour les intérieurs à eux deux. C'est ça. Plus tu rajoutes ceux d'Alexis d'Argenton, Ouais, et puis ça en fait pas beaucoup. Hein. Ouais, Voilà. Après, le 6, problème, 4 c'est que- Smallwood. Après, le problème, c'est que déjà, il faut aussi noter la défense angevine, parce qu'ils nous ont quand même posé quelques problèmes, je trouve en tout cas. Après, ce qu'il y a aussi, c'est que pendant un moment, bah, en fait, ça se reposait énormément sur le secteur extérieur et on s'en remettait beaucoup aux shooters. Sauf qu'en fait, le soir où les shooters sont pas dedans, bah, en fait, l'UTBM met une équipe comme les autres, malheureusement. Et ils peuvent pas faire de miracle. Et Ouais, quand mais personne on a quand même des solutions, nous, dans ce domaine-là. On a Ateba, on a Doumbia, Bichard et Non, Temgoa. Alors, Temgoa, il est un peu sur la béquille en ce moment, même s'il a repris comme il faut à Tarbes. Les 4 étaient en panne. Voilà. Bah oui, mais le problème, c'est ça, en fait. C'est que, si tu veux, avant, tu avais, et je vais pas, enfin, c'est pas de sa faute, il est pas là, il est blessé, c'est comme ça, mais un Vincent Pourchaud, par exemple, tu sais que c'est du 10 points, 10 rebonds quasiment par match. Ouais. Donc, en fait, ça t'assure un socle de sécurité. Tu as une marge de sécurité par rapport aux autres équipes. Parce que tu sais qu'il va t'apporter 10 points, 10 rebonds. Mais après, le problème, c'est que les shooters, et malheureusement, on les a quand même beaucoup encensés, donc on va pas non plus les jeter au feu ce soir, mais franchement, les shooters, le jour où ils sont pas en réussite, malheureusement, il n'y a rien qui rentre. Mais la réussite. Attends, Francis, je vous arrête. Ouais. Je voulais pas vous couper. Mais Doumbia, il avait 21 points, Eval 22, Ateba 16 points, Eval 16. Ils n'ont pas été mauvais. Oui. Ils ont même été bons. C'est même les deux, si tu veux, qui ont amené vraiment leur pierre à l'édifice, c'est Ateba et Doumbia. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est ce qu'il y a le plus, c'est les pertes de balles sur des remontées de balles. Quand je vois Crayon qui repart de son panier en remontant, en dribblant avec à 1 mètre de haut et puis qui se fait chipper des ballons, il y a des pertes de balles sur des mauvaises passes, des pertes de balles sur des mauvaises réceptions de ballons. Il y a les pertes de balles sont 18. Quantité. 18 et puis bon, il y en a 17 à Angers si je me souviens bien. Mais c'est vraiment bon, voilà quoi. Après, moi, ce que j'ai remarqué, et ça c'est important par rapport au match de Toulouse qui va arriver, c'est qu'Angers propose le même type de défense, une presse tout-terrain qui gêne énormément l'UTBM et surtout une défense de zone. Où alors là, il va falloir qu'ils travaillent là-dessus parce que Tours est énormément perturbé par les défenses de zone. Oui, mais enfin, au match aller, ils les avaient explosés. Hein. Ils avaient mis une déculottée au match aller. Hein. Donc, c'était le même genre de zone. Hein. Donc, je ne sais pas, ça, je ne me rappelle pas. Mais moi, je l'avais vu, ce match-là. Ça avait été leur première victoire à l'extérieur de la saison. Et ça avait été tip-top. Ouais. Après, ça leur permet de réviser au moins. Comme ça. Bon, alors... le match d'Angers terminé, ils allaient à Tarbes 3 jours plus tard. Et bon, on a remis l'église au milieu du village. Victoire 92-84. C'était quand même plus agréable, même si on a eu à un moment un peu la trouille que ça recommence, puisqu'ils ont mené de pratiquement une dizaine de points et puis qu'ils se sont fait remonter. Et voilà, quoi, jusqu'à la fin du 3e quart, on n'était pas rassurés quand même. Et jusqu'à 2-3 points de Marius Chambre. Marius qui nous met 2-3 points plus un missile de Bichard, ça fait la différence. Ah ouais. Marius, encore une fois. Marius, il fait un 3 sur 5 à 3 points. Hein. Il y a Crayon aussi quand même qui a été un grand oublié de la victoire quand même de l'UTBM. Ouais. Crayon, il avait besoin de gommer son match contre Angers. Hein. Donc effectivement, il finit à 23 dévals, à 19 points. Bon, il fait 7 sur 13, il fait 5 sur 7 au lancer franc. Là, effectivement, la copie au lancer franc,
elle est à 80%, quelque chose comme ça. Donc, bah oui, il y aurait eu ça contre Angers, ça passait, quoi. Mais bon, 18 sur 22. pardon? 18 sur 22 au lancer franc. Oui, ça doit faire du 80% à quelque chose près, oui. 80. Voilà. Après, ce que j'ai remarqué sur ce match-là, c'est que la défense a été moins bonne. Par contre, il y a eu une meilleure attaque, une meilleure fluidité en Elle attaque. Par contre, en défense, on a été moins rigoureux que contre Angers. On a Il y a eu du été moins relâchement. bon en défense en première mi-temps, Bertrand. Je trouve qu'en deuxième mi-temps, on a été plus sur l'homme. Les Tourangeaux ont récupéré plus de ballons. Ils ont été mieux en deuxième mi-temps défensivement, moi, je trouve. Non, mais sur l'ensemble du match, hein, c'était une Oui, constatation. oui, d'accord. Mais Par contre, c'est en vrai qu'en défense, deuxième mi-temps, en première mi-temps, c'était pas terrible. Ouais. Ben, par contre, en attaque, ça a été bien meilleur. Oui, bah, il y a eu Donc, de l'adresse tant mieux. extérieure. Ouais. Ouais. Bah, d'ailleurs, hein, les points, c'est Doumbia. Bon, Doumbia, 6. Là, voilà. Crayon, 19. D'Argenton, il est peut-être blessé parce qu'il a joué avec 2 minutes. Il met 2 points. Je n'ai pas eu d'écho. Romain ne m'a rien dit. Olysse Meka fait 13 points. Temgua en fait 13. Ça commence à revenir pour Temgua. Il a joué 22 minutes. Marius a mis 9 points en jouant 19 minutes. Ateba fait 14 points. Smallwood, 4 points. Et Bichard, 12 points. Voilà. Ateba, dont 12 points de suite. Hein. Ateba, 14 points, dont 12 points de suite en début de match, justement. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la marque au départ, c'était Ateba contre Tarbes. Oui, c'est ça. Donc, il reste 3 matchs. Il devait jouer demain soir contre Toulouse. Cas Covid à Toulouse, donc c'est reporté. On ne sait pas à quand. Et également, ils doivent jouer. Ça sera Pardon, pas oui. quand. Oui. Elle est bien celle-là, mais elle est vieille, elle a une barbe, tu ne peux pas savoir. Samedi 1er mai, les Tourangeaux doivent aller à Chaland, mais il y a du plomb dans l'aile a priori. Hein. Ouais. C'est pas gagné encore. Chaland aurait joué Rennes et Rennes a eu des cas de Covid entre-temps, donc Chaland serait cas contact. Ouais, mais voilà, cas de contact, ça dure 7 jours, le cas contact quand même, ça dure pas plus. Ouais, mais... C'est 10 jours. Donc, ouais, mais s'ils l'ont su dimanche, c'est mort pour samedi. Hein. Voilà. Ouais, mais s'ils l'ont su dimanche, ils les ont joués quand? Rennes. Vendredi, je crois. Non, c'était Rennes. Eh ben, donc ça date de vendredi alors, même s'ils l'ont su Oui, dimanche. non, mais Bertrand, c'est la Fédé qui établit ce règlement-là. Donc, si la Fédé dit le match ne se joue pas, il ne se jouera pas, c'est tout. Ah bah, c'est un truc qui est dans les tuyaux pour l'instant, donc ça peut arriver. Hein, voilà, donc, tout simplement. Sinon, le prochain match, s'il n'y a pas Chaland et Toulouse, ce sera Dax, le 7 mai. Oui, c'est ça. Mais Toulouse qui… Alors, on ne sait pas, Toulouse, ça peut être finalement l'avant-dernier ou le dernier. Mais ça, on le saura que prochainement. Pour l'instant, ce n'est pas encore fixé. Voilà. Et j'espère que ça se jouera. Parce que si tout se repousse, est-ce qu'il y a une date oui, il y a la date limite du 15 mai. 15 mai. 15 mai, oui. Bon, ça va être… Ça serait dur. C'est avant le… Bah oui, mais ce sera quand même le match pour la montée. Ça peut être le match pour la montée. Donc, je vois mal la Fédé les empêcher de le jouer. Ou alors, si, en mettant Toulouse, puisqu'ils ont gagné le match aller de 17 points, où là, à mon avis, ça en resterait pas comme ça. Ouais, parce que là, si ça s'arrête là, c'est pas bon. Ouais. Faut qu'il y ait encore au moins un match. Voilà. Alors, après ce jingle, nous allons parler de quelques résultats de différents sports, notamment de gymnastique, et c'est toi, Bertrand, qui va nous en parler. J'ai bien tous les lundis de 19h à 20h, c'est le grand débrief avec Francis Leroux et ses chroniqueurs. Alors Bertrand, vas-y, parle-nous de gymnastique, s'il te plaît. Oui, parce qu'on avait une petite tourangelle qui était au championnat d'Europe, une petite tourangelle, une gymnaste du club de Beaumont-Avoine, Caroline Eduy. On en avait déjà parlé puisqu'elle est championne de France avec son club. Elle a 17 ans, elle a fait les championnats d'Europe la semaine dernière et puis ce week-end. Donc la semaine dernière, elle s'est qualifiée pour la finale du concours complet en terminant 9e. Donc grosse performance. Alors le problème, c'est qu'elle a été un peu stressée lors de cette finale et elle a raté notamment un saut à sa sortie à la poutre, ce qui l'a fait dégringoler dans le classement puisqu'elle termine 12e. Alors elle n'aurait pas fait cette faute, elle aurait terminé 6e.
Donc, c'est dommage. Mais bon, après, c'est la gymnastique, il y a des fautes. Et puis sinon, si elle aurait refait son parcours du mercredi, elle aurait terminé 4e. Donc, elle a vraiment un bon niveau européen. Bon, manque de peau, elle a été tendue sur ces championnats d'Europe. Et puis après, la bonne surprise, c'est qu'elle a pu faire aussi la finale au sol, puisqu'elle était remplaçante. Mais 30 minutes avant la compétition, elle a su qu'elle ferait cette finale. Alors, finalement, elle a tout donné, mais elle a trop donné parce qu'elle s'est blessée dès le début de sa prestation. Elle s'est blessée au genou. Alors, fort heureusement, l'IRM a montré que ce n'était pas grave. Donc, elle va quand même être, on l'espère, pouvoir faire les Jeux Olympiques. Voilà, donc félicitations à Caroline Eduy du club de Beaumont-Avoine, du haut de ses 17 ans, qui nous a représentés au championnat d'Europe de gymnastique. D'accord. Moi, messieurs, je vais vous parler d'athlétisme. Il y avait à la 3 tours une compétition pour les sauteurs. Alors, quelques résultats. Archel Évrard Bignacounou, 7,28 m. C'est une compétition de rentrée. Il faut savoir que c'est un jeune homme qui était 4e des derniers Jeux africains avec 7,95 m. Il est sélectionné pour les Jeux Olympiques, lui, c'est avec le Congo. Donc, mais il est licencié à 3 tours. Voilà. Il y a également Agathe Bougouin aussi en reprise qui a fait un saut à 5,67 m. Ça, c'est donc toujours en saut en longueur. Elle est multiple médaillée au championnat de France et là, elle court après sa qualification au championnat d'Europe Espoir. Ce n'est pas encore acquis, donc c'est son objectif. Basile Jarosset, 6,81 m, deuxième au bilan français cadet et il n'est que cadet première année. J'ai toujours su que je faisais bien, moi. Oui, je te vois mal en saut en longueur, Basile. Non, moi, c'est plutôt en hauteur. Non, je te verrais plus dans le lancer du marteau. Je sais pas. C'est peut-être c'est ton côté rotatif qui me fait penser à ça. Oui, je suis plutôt rotatif comme garçon. Oui. Moi, je jouais plus au concours de bombes à la piscine. Voilà. Et attendez, j'ai pas fini les gars parce que quelqu'un qu'on suit maintenant depuis un petit mois, Alice Mété, qui a de nouveau battu son record personnel sur 200 mètres, elle l'a emmené à 27,44. Alors là, on est sur de l'handi, de l'athlé handisport. Voilà. Donc Alice Mété, qui réitère une belle performance, une très performance, puisque 6 dixièmes de mieux qu'à son record. Voilà. Et Tiffaine Soldé, pour moi. Pardon? Tiffaine Soldé, je ne sais pas, j'ai pas son. Alors on joue pas, on concourt en athlétisme. Elle jouait pas. Florentin. Elle jouait pas. Non, parce que comme elle a rien dans les mains, elle joue pas. Voilà. Non, mais elle est. Ou même si elle a participé à la compétition. Non, de toute façon, elle est sur de la course, elle n'est pas sur du saut, Tiffaine. Et c'était que du saut, ce meeting. Il y avait cet après-midi, il y avait une conférence de presse du TVB. Et c'est notre petit nouveau Quentin qui s'y collait. Donc, à toi le micro, Quentin, vas-y, fais-toi plaisir. Ça marche. On s'attendait forcément à une annonce avec une conférence de presse avec le président et le directeur délégué général. Et on n'a pas été déçus puisque lorsque la conférence elle a commencé, on a vu Kevin Tilly à côté du président. Et c'est donc la nouvelle du jour finalement pour le TVB, c'est que c'est une nouvelle recrue pour l'année prochaine. Il a signé 2 ans, il me semble. Ouais. Donc Kevin Tilly, voilà, international français volleyeur, qui est plus à présenter. Donc c'est une super nouvelle. Fils de son père aussi. Puis il a 2 frères en NBA aussi. Enfin, un en NBA, pardon, et un au Japon. Il fait quoi, du sumo? Non, du basket, je crois. Du basket au Japon, du basket. Ouais. Okay. Oh là là, le Bertrand du sumo. Il va pas se taire, lui. Il dit, il y en a en NBA, un au Japon. Alors bon. Et Guillaume, coupe le micro de Bertrand. Il faut qu'il s'habitue, Quentin, à faire ses annonces avec nous. Et il y a le président aussi qui a profité pour faire un bilan de la saison. Donc, il a dressé un bilan en demi-teinte, selon ses mots. Il a dit que le seul point positif, finalement, c'était la qualification européenne pour la Challenger Cup. Pour la Challenge Cup, pardon. Et puis, que l'année prochaine, l'objectif était bien sûr de jouer le titre du championnat.
pour pallier à cette saison un peu malheureusement en deçà de ce qu'il voulait. Et puis Kevin Tilly, pour revenir à lui, a annoncé aussi qu'il voulait jouer à Tours. Il voulait depuis longtemps venir en France parce qu'il n'a jamais joué en France. Et il est venu à Tours là il a dit qu'il voulait retrouver la gagne parce qu'apparemment dans son club cette saison en Italie c'était pas ça. Et donc j'espère que pour lui et pour le TVB que tout se passerait bien l'année prochaine. Puis il y a l'arrivée aussi de Dmitro Teryomenko aussi, le retour. Ouais. Et il y a aussi Pascal Foussard qui a annoncé l'arrivée d'un jeune Brésilien de 19 ans. Ouais. Je ne sais pas si vous avez retenu son nom, j'ai pas son nom, j'ai pas l'écorché. Je crois que ça ressemble à Marcus Vicinianus, quelque chose comme ça, je crois. Vicianinus, je sais plus, enfin quelque chose de genre. Oui, c'est quelque chose comme ça. Bah, attention sur la fin de la terminologie. C'est Marcelo Francosiak qui l'a emmené dans ses valises, puisque les deux sont brésiliens. Il ne doit pas être bon alors. Hein. Ouais. Au volet. Donc... Il risque d'y avoir encore un moment 2-3 annonces de joueurs dans les prochaines semaines. Ouais. Il manque le pointu là. Il manque le pointu pour l'instant. Bah justement, j'allais en venir. C'est le jeune est un pointu. J'allais y venir. Merci. Voilà. Et c'est un pointu. Le Brésilien, c'est un pointu de 19 ans et qui sera juste coéquipier d'entraînement, qui pour le moment ne sera pas avec le groupe professionnel, il sera avec la M2. Et Pascal Foussard a aussi fait un point sur les prolongations des joueurs, avec Zeljko Koric et Gary Chauvin qui restent toujours les deux mêmes passeurs. Leandro Nascimento, qu'on sait qu'il il a prolongé encore 2 ans. Brucker aussi, je crois. Ouais. Toledo reste aussi en deuxième pointu. Donc, ils vont annoncer le premier pointu. Puis, au niveau des libéraux, on ne sait pas trop, puisque Nicolas Rossard, on a appris dans la semaine que Nicolas Rossard allait partir du TVB. Donc, on ne sait pas si on aura Luc Perry, qui est déjà le deuxième libéraux, et peut-être le troisième libéraux, Tanguy Lemeur, qui peut peut-être passer deuxième. Il a bossé, le petit, hein? Après, il y a... T'étais pas à l'école, toi, aujourd'hui? Si, mais c'est bon. D'accord, bravo. Bon, par contre, je t'avais demandé de préparer la rubrique des brèves. T'en es où? J'ai juste, comme on a un peu tout annoncé, j'ai juste pour dire que demain, il y a Shaul Gordon, escrimeur à l'US Jouer Escrime, fait une conférence de presse pour les médias avant de partir au JO de Tokyo. Et c'est qui ce jeune homme? C'est un jeune Canadien de 29 ans qui a participé 16 fois à la Coupe du Monde avec le Canada. Et qui... Alors, je crois que Arthur a essayé de le contacter pour qu'on l'ait comme invité lundi, mais tu dis qu'il sera parti? Il part, de mémoire, il part le 4 mai au Japon. Donc, demain, il y a la conférence de presse où j'y vais. Donc, je pourrais un peu vous en dire plus si on ne l'a pas en invité la semaine prochaine. Tu n'as jamais école, en fait, toi? Non, ouais. Il sèche. Lui. Et ça se ressent un peu sur son phrasé, tu sais. Moi, je vais le dire à ta maîtresse. Nous allons conclure là cette émission du lundi. Nous avons débordé de 5 minutes, c'est pas très grave. Messieurs, un grand merci une fois de plus. Merci Basile, merci Bertrand, merci Quentin, Florentin, ouais, bof, merci. Et merci à Guillaume à la technique. Un grand merci également à nos deux invités, Célia, je vais redire son nom entier, Célia Nawal Jodar et Kylian Foulon, son entraîneur de compagnon. Voilà. Salut à tout le monde et à lundi prochain.